C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe tous les mercredis. Radio Campus 106.6. Les carrés sont pas prêts. Vous pouvez nous retrouver sur DAB+, sur campuslille.com et bien sûr en direct live 106.6 avec mon gars ADHX. Ça dit comment type? Non, bien, calme. Hein. Ça va, les choses se font. La semaine, ça va, ça a été. Ça va, Panama a gagné hier. Hein, ça va, hein, franchement. Ça va. T'as vu les journalistes, hein, comment ils retournent leur veste sur Mbappé. Hein. Mais laisse tomber. C'est n'importe quoi. Hein. Toujours comme ça, c'est là. Avec mon gars Alain Brouxab, salut comment type? Écoute, on est là, posé calmement. Ouais. Le ghetto est calme. Et demain, les dogs, ils jouent. Ok. Le PSG, c'est bien beau, mais ici, on est dans le 59. Ah. Demain, allez les dogs. Donc, ce soir, hein, nous avons un invité de marque, l'homme qu'on appelle Semano. Semano, salut comment type? C'est un mot, mais ça va super bien. C'était pas mal, c'était une belle tentative de ta part en tout cas. Excuse-moi. Mais Mano, c'est un autre groupe, c'est plus dans la vallée de Dana, tu vois. Et ouais, hélas, le PSG a gagné, donc non, je rigole, je m'en fous. Hein. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, donc c'est qui, c'est quoi? Moi, je connais plus ou moins ton parcours. Donc, pour les auditeurs. Pour les néophytes. Voilà. Et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Senamo, rappeur, artiste d'origine belge. Et voilà, hein, j'ai fait mes classes à Bruxelles. Et là, je suis là à Lille avec vous, avec plaisir. Ok. Donc, à préciser, hein, tu as fait partie aussi du groupe de la Smala. Ouais. Donc, en 2-3 mots. Donc, je peux expliquer la Smala. Donc, vous avez sorti, je pense que 9 projets. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Ouais. On a fait genre 3 net tapes, on a fait des projets en commun, on a fait tellement de projets divers et variés que, tu vois. Donc, à l'époque, là, vous envoyez vraiment dans le milieu underground. Ouais, on avait la dalle. Ah ouais, hein, franchement. On avait la dalle, on avait les crocs. Des festivals, des dours. Vous avez fait aussi des ardentes, hein? Ouais, les Ardentes, on a fait les Francophonies de Montréal, on a été en Suisse, on a un peu été dans toute la francophonie, quoi. C'était incroyable. Donc, est-ce qu'on peut vous dire qu'à l'époque, vous étiez les 995 de la Belgique, hein? Ouais, on peut faire, on peut faire un parallélisme avec ça, hein, clairement. Donc, en plus, on est de la même génération. Oui, voilà. On adore collaborer avec d'autres MC qui font pas partie de notre groupe spécialement. Donc, ouais, on partage les mêmes valeurs, mais c'est générationnel. Non, c'est ça. Donc, la même énergie, très hip-hop. Et surtout très avoir le background et le knowledge des anciens, tu vois, de respecter ça et d'avoir fait nos classes, d'avoir écouté les albums, les classiques, de s'être mangé toute cette rap culture. Non, c'est ça. Hein. Donc, en sachant que toi, tu as toujours sorti des projets solo, donc je pense que tu as 8 projets solo, si je dis pas de bêtises. Si on doit totaliser. En fait, j'ai 4 projets qui sont solo et j'ai 3 projets qui sont en commun. Voilà, avec par exemple comme Mali Days. Ouais, CIT, des Nejga, des Fuku. Donc, 3 projets solo, mais on va dire toujours avec des univers différents. Et là, tu as sorti là, ton dernier projet. Donc, quand je vois, on va dire, ta DA à tous les niveaux, hein, soit artistique, même niveau image. En tout cas, ce dernier projet, c'est comme si tu voulais, on va dire, sortir, on va dire, le cliché un peu rap, etc. Plus, on va dire, te concentrer sur le côté vraiment artistique. Ouais, c'est ça, j'ai pas mal évolué, ça fait 20 ans que je fais du rap, donc j'ai commencé, j'avais 15 piges, tu vois, donc j'avais d'autres idées, j'avais d'autres manières de voir les choses, j'ai digéré aussi les choses de manière
super rapide, super fast-food, quoi, tu vois, à l'époque. Donc, ça bouffait du rap et ça reproduisait quasi la même chose que ce que les gens faisaient. Là, maintenant, j'ai pris de la bouteille, j'ai fait pas mal de projets. Donc, forcément, ça se rapproche de plus en plus de ce que je veux représenter, de ce qui est moi et de ma singularité et que je pense peut toucher des gens parce que, justement, des gens peuvent se reconnaître là-dedans et que le rap, t'as vu maintenant, en 2024, il y a du rap pour tout le monde, quoi. Non, c'est ça, hein. Donc, le cauchemar avant le jour d'après. Ouais, exact. Donc, ADHAX, donc, qu'est-ce que tu peux dire sur le projet? Pour commencer, le titre est un peu compliqué. Hein. Il est alambiqué, c'est clair. On commence à rentrer dans un bail de philosophie. Ouais, donc, j'ai écouté donc, le projet. J'ai également écouté ton intro. Yes. Et y a un truc en fait qui m'a fait tilter. C'est le fait que tu puisses expliquer que aujourd'hui en fait t'en es à ta 20e année de carrière, c'est ça pratiquement? Ouais, c'est ça. Donc en réalité t'es un réel OG. T'es un vrai OG parce que des mecs en fait qui sont là qui peuvent dire ouais ça fait 20 ans que je suis actif. Franchement tout, il y en a pas des masses hein. Tu vois, il y en a pas des masses. Donc tout rien que pour ça et tout, frérot, respect, tu vois. Merci. Respect. Et j'ai envie de te dire que je vais pas faire l'ancien, le truc et tout. Moi, t'es pas une personne en fait qui est arrivée dans mes oreilles. Tu vois. Et j'ai écouté le projet. Et quand j'écoute le projet, je peux pas me dire en vérité que t'es là depuis 20 ans. Ok. Tu vois. Ouais. Donc j'ai envie de dire, sûrement en vérité la fraîcheur du son que tu ramènes. Et je l'ai compris et je l'ai entendu dans la manière dont tu t'es présenté, tu vois. Okay. T'as expliqué en fait que dans ton processus en fait de pouvoir évolutif, il y a une période du mouvement pendant laquelle en fait tu faisais en fait les choses qui fonctionnaient, tu t'ingurgitais plein de trucs et en fait tu faisais les trucs du moment quoi, tu vois. Et avec l'expérience en fait que t'as commencé en fait à acquérir, t'as commencé en vérité à travailler, à développer en vérité tes propres kiffs. Ouais, parce que t'as compris également et tout que aujourd'hui le mouvement est assez mûr et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est un truc en fait qui est quand même assez marrant parce que je t'avoue que lorsque j'ai écouté le projet, je me suis posé la question en fait quel a été le process créatif en fait du projet. Parce que du début à la fin, lorsque j'écoute le projet, donc le projet qui dure 18 minutes, c'est ça? Ouais, c'est très court. C'est très court, 18 minutes. Mais c'est dans l'air du temps, tu vois, donc tu vois, ça dérange pas, tu vois. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que l'artiste en question, est-ce que lui-même en vérité, il est musicien pour commencer? Est-ce que toi tu joues d'un instrument? Non, aucun instrument, non. Ok, tu joues pas, mais en fait, c'est l'impression que tu donnes, étant donné en vérité que tous les morceaux, pour moi, le fil conducteur en fait artistique, en fait, c'est la guitare. Clairement. La guitare, en vérité, est très très présente, en fait. Et elle est très présente, mais surtout, en fait, je trouve en vérité qu'elle est même démarquée. Tu vois? Donc, parce que c'est une guitare, en fait, qui, je sais pas si c'est une semi-acoustique ou quoi, tu vois, avec une sonorité un petit peu latine, tu vois. Et en fait, je me dis, waouh, en fait, tu vois, tout du début à la fin, cette guitare, en fait, elle me suit, tu vois. Et il y a ce truc-là, et il y a surtout un truc, en vérité, qui me frappe. Je me dis, la manière dont la guitare est jouée et la manière dont la musique, en fait, elle est faite derrière, il y a un créneau, en vérité, qui est cherché à l'intérieur. Et je le comprends juste, en fait, au dernier morceau. Et quand on arrive, en fait, au dernier morceau, je me dis, en fait, l'enfoiré, en fait, là, ce qu'il est en train de me faire, il est en train de faire, entre guillemets, ce qu'on appelait, si je transpose, il y avait un moment ce qu'on appelait, en fait, le rock suburb, donc celui des garages. Et en fait, ça pourrait ressembler en fait à du rap de garage. Une forme évolutive. Exactement, quoi. Tu vois. Donc en fait, on est donc dans un rap qui aurait été en fait assimilé en vérité par d'autres personnes qui aiment la culture, mais qui ne sont pas réellement en vérité donc issus des quartiers et qui reprennent les trucs en vérité dans des codes à eux, tu vois. Et en fait, c'est le truc en vérité qui m'a frappé en fait en écoutant ton projet, tu vois. Après, j'ai envie de dire, je pense également que tu vois, les thèmes qui sont abordés en fait dans le projet vont également dans le sens, parce que tu vois, tu t'ouvres réellement. C'est, si je me trompe pas, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois, j'ai fait 2-3 écoutes du projet et
j'ai des thèmes en fait d'amour qui ressortent beaucoup à l'intérieur. Ouais, de désespoir et d'amour perdu. Exactement, de sentiments en fait, tu vois. Donc, oui, avec espoir et désespoir également. Ouais, tu vois. Donc, et je m'étais dit en fait, la manière dont en fait c'est traité, en vérité, c'est très pop. Ouais. Dans la manière dont c'est écrit, c'est traité, tu vois. Et c'est moins en fait dans les codes habituels en vérité des raps, dans la manière de traiter, tu vois. Ouais, clairement. Et donc, je me disais en fait, l'assemblage en fait de la manière dont tu as écrit et la musique en fait qui est amenée derrière, je me dis bon en fait on est dans une autre forme en fait d'un rap peut-être en vérité qui moi n'arrive pas tout de suite dans mes oreilles, mais qui touche en fait toute une autre partie en vérité donc d'un auditoire, tu vois, qui lui en vérité peut être fortement touché parce qu'en fait on est dans des trucs, je veux dire, qui sont moins caricaturaux. Ouais. Et qui sont peut-être plus en face en fait avec la vie réelle. Avec la vie réelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé en vérité, tu vois, que donc de ce point de vue-là, tu vois, c'était intéressant. Ben, en fait, le truc qui est cool aussi, c'est que j'ai fait jouer toutes mes guitares par un vrai musicos, tu vois, pour qu'on sente aussi que ce soit pas des boucles trop numériques, en fait. Je trouvais ça super important, donc toutes les guitares ont été rejouées, et c'est clair que c'est un fil conducteur que je voulais amener en variant les sons, bien sûr, pour que ce soit pas redondant. Et j'ai voulu jouer justement avec tout ce truc-là. Et le but, c'est clairement de pouvoir m'exprimer et de dire les choses de manière... de pouvoir parler d'amour perdu, mais d'amour retrouvé aussi. Du blanc, du mal, du bien, tu vois, du noir, du jour, de la nuit. Enfin, c'est un peu cette bipolarité que j'ai voulu mettre dans le projet, que j'avais envie de mettre en avant. Puis aussi, c'est pas mal d'années avec le Covid, etc., qui m'ont mis pas mal de plomb sur la tête et que j'ai pu extérioriser grâce à ça aussi, quoi. Ok. Donc ça joue aussi beaucoup dans la construction du projet et dans le vouloir. Et aussi, je viens d'une école où, justement, j'étais dans la mathématique de la rime. C'est-à-dire que je pouvais faire du 11 syllabes sur 4 temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et c'était de la branlette cérébrale, en vrai. On se faisait kiffer entre potes, mais ça n'avait pas beaucoup plus d'intérêt que ça. Et puis, tu sais, t'as un célèbre peintre Picasso, même s'il est un peu horrible et misogyne, qui a dit... il faut dire les termes, hein, tu vois. Bon, c'était en son temps aussi, tu vois. Ouais, mais là, c'est des trucs ghetto à des femmes, franchement. J'étais même pas au courant. Il leur a fait arrêter leur carrière et tout pour que se dédier à Pablo Picasso, tu vois ce que je veux dire. C'est un zinzin. Ouais, c'était un zinzin. Et donc, il disait, en fait, la forme la plus pure et la plus dure à obtenir, c'est la simplicité, en fait. On se rend pas compte. La complexité, ben voilà, ça peut esbrouffer les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'informations et que ton cerveau, il arrive plus trop à suivre et il y a des informations qu'il accepte et d'autres pas. Mais il se prend quand même des informations, tandis que quelque chose de simple et après c'est quelque chose de simple, c'est du direct, c'est frontal. Et donc j'ai dû me déshabituer à écrire de manière très technique, malgré que j'écris toujours comme un rappeur, quoi. Tu vois, ça, j'arrive pas à en démordre. Si tu calcules bien, c'est à chaque fois du AB minimum sur du 2 ou 3 syllabes minimum. C'est impossible de faire du 1 syllabe. Okay. J'ai fait un refrain sans rime, mais c'était exprès. Sans rime, parce que je pouvais pas faire du 1 syllabe, parce que le 1 syllabe c'est un truc qui m'accroche pas à l'oreille, donc j'ai toujours ce truc là quand même de rappeur qui reste à moi ad vitam aeternam, mais j'ai envie de m'explorer à des nouvelles sonorités et de pas rester cloisonné dans un rap que j'ai fait pendant tellement d'années. J'ai kické sur des prods boom bap en veux-tu en voilà, et j'ai lâché des textes techniques en veux-tu en voilà pareil, donc c'est pour ça que maintenant j'ai envie de faire des projets qui me ressemblent plus. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où on grandit et au fur et à mesure on se rapproche de nos parents et des goûts qu'ils nous ont enseignés, et donc ça se dirige clairement vers des influences beaucoup plus parentales que le fait de renier pendant ma jeunesse tout ce background culturel qu'il m'avait offert, quoi. En fait, c'est une certaine sorte de maturité en réalité. De pouvoir assumer en fait une personne que t'es, tu vois, et non plaire en vérité, tu vois, aux autres et tout, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était ça la difficulté, hein, c'est de savoir qu'il y avait un public qui appréciait quand je rappais d'une certaine manière et d'avoir totalement décidé de prendre le chemin opposé à ça. Mais c'était pour me regarder dans le miroir, moi, en fait. C'était très égoïste comme manière de faire. C'était,
j'avais envie d'être bien dans mes bottes et de faire ce qui me plaît. J'écoutais de la peutra, je me tuais à ça. C'est tout, j'entendais de l'autotune, je kiffais l'autotune. J'ai voulu faire de la peutra et de l'autotune. Fin du jeu, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de calcul que ça. D'accord. Et clair que c'est pas très stratégique dans un choix de carrière pour faire du cash. Mais en tout cas, pour mon épanouissement personnel, franchement, il n'y a rien de mieux. Ok. En tout cas, je souligne, tu vois, quand même, que tu vois... que t'es un OG, tu vois, et que en fait sur le projet, en fait, j'ai envie de dire limite, ça s'entend limite pas, quoi, tu vois. Mais je te le dis comme un compliment, tu vois. Ok. Que pour les personnes en fait qui ne connaissent pas en vérité ton background, tu vois, tu viens comme ça, en fait, on peut se dire limite et tout, bon en fait, c'est un nouveau et tout, c'est pas mal ce que le nouveau fait, tu vois. Tu vois, parce que tu vois, en fait, au niveau de la forme. Je tiens en fait à remettre dans le contexte, à rappeler, lorsqu'en fait tu viens en fait avec 20 ans de background, tu vois, c'est très très difficile en vérité de te décodifier et de devenir en fait, tu vois, sans passer pour un has-been en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que ne fût-ce que tu vois dans les histoires en vérité de placement, tu vois, sur le beat, le truc et tout, c'est très très compliqué en fait, tu vois. Mais j'ai dû tout réapprendre, hein. C'est comme en boom bap, je me considérais en Saiyan 3, tu vois. Et quand j'ai commencé la peutra, gros, j'étais en Kaioken. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en Kaioken, j'ai dû tout réapprendre, les structures, etc. Et le fait de pouvoir trapper et faire du boom bap, ça a élargi un truc où maintenant tu peux faire de la drill, de la jersey, poser sur des trucs rock. Ça permet justement à ce que tes temps soient plus figés. J'avais des temps qui étaient trop figés et ça j'ai réussi à décloisonner, mais ça a été un travail, quoi, tu vois, quand ton cerveau il est conditionné à faire que comme ça, c'est pas évident, franchement. Ok, mais moi j'ai envie de te dire, et je répète, tu vois, que en gros, moi ça c'est un truc que j'ai pas senti, et je pense aussi peut-être grâce aux références en fait que tu utilises, tu vois, parce que tu avais certaines références manga, tu vois, et celles que tu utilises des Hunter x Hunter, tu vois. Et donc tu vois, dès que tu rentres dans ces trucs là, tu vois, bah en fait je me dis c'est pas spécialement en fait un ancien en fait, tu vois. Non, mais tu sais que c'est ça qui est ouf, c'est que toutes ces cultures là maintenant qui sont devenues mainstream, nous on fumait ça il y a 20 ans. De la même manière, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, moi ça fait 20 ans que je lis One Piece par exemple, et que je continue à le lire. Donc ce qui était à la base un peu vu comme des geekos, et faire du rap c'était pareil il y a 20 ans quand j'en faisais, on me disait quoi, tu fais du rap? Ben, c'est la même chose en fait. Toutes ces contre-cultures qu'on pensait un peu niche et un peu il s'est perdu celui-là, maintenant c'est les trucs qui cartonnent le plus, quoi. Ok, d'accord. En tout cas, j'aurais retenu en fait que t'as le cœur froid comme Killua. Exactement, totalement, les Oldic, cette fameuse famille. Effectivement. Donc, non, en tout cas, avant de placer à mon gars du Bronx, on va s'écouter un morceau, hein. Sally, ce soir s'occuper, vous savez comment ça se passe. Tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Les gars, ils sont pas prêts. Ce soir s'occuper, tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe sur Radio Campus 106.6. Vous pouvez en trouver aussi sur DAB+, et campusstyle.com. Non, franchement, Sally, pour moi, c'est l'un des meilleurs morceaux. Ah, ça fait plaisir. Ouais, franchement. Et So à Young Ciel. Ouais, franchement, pour moi, c'est le meilleur son. Hein. Dibonx. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi, j'ai eu la même vision que mon gars Dax, mais pas avec la même approche. Ok. Alors, effectivement, on sent une certaine candeur, innocence dans le thème, dans les thèmes abordés. Il y a quand même une certaine maturité dans les textes, même si c'est très court. Ouais. Au niveau sentiment, au niveau ressentiment, la manière de dégager les émotions, chose qui n'est pas évidente quand on fait des textes, on fait des sons, parce que c'est quelque chose qui se ressent, et ça, pour ça, faut quand même une certaine bouteille. Alors, je ne pouvais pas deviner que ça faisait 20 ans. Ouais. Mais je pouvais pas non plus me dire que t'avais commencé hier. Ok. Mais effectivement, il y a une certaine candeur, une certaine approche innocente dans le thème. Et on le voit dans le titre, un cauchemar avant le jour d'après. Pour moi, bon, ça raconte un peu la fin de quelque chose.
Alors moi, comme mon gars j'ai ressenti de l'amour. Après, peut-être c'était autre chose, je sais pas. Un peu, c'est la lumière au bout du tunnel, quoi. Voilà. Parce que justement, mon gars Dax, il a parlé de plusieurs histoires d'amour. Moi, j'en ai vu qu'un. Ok. J'en ai vu qu'un. J'ai vu une histoire d'amour qui s'arrête. Où effectivement, ça passe à quelque chose. On passe à autre chose. Mais petit à petit, au fur et à mesure dans le projet, et dans une sorte de tourbillon. Et c'est là où on en revient à la pochette, où il y a une sorte de tourbillon, noir et blanc. Et tu l'as souligné tout à l'heure, une sorte de yin et yang, où effectivement il y a des sentiments qui se combattent, et il y a une sorte de bagarre. Parce qu'on sent que ça passe à autre chose, notamment dans cette histoire d'amour, mais ça prend du temps. Ouais. Parce qu'il faut peut-être regarder la vérité en face, ou bien prendre le temps de se rendre compte de certaines choses, ou tout simplement prendre le courage de faire le pas, de se dire, bon, ce qu'on vit là, c'est pas ça. On aimerait que ce soit ça, mais c'est pas ça. Et là, je voudrais d'abord poser une première question, qui va paraître peut-être un peu bizarre, ou voire même hors jeu. C'est très souvent, on dit que les garçons et les filles, les hommes et les femmes, ont une approche différente de la fin d'une relation. C'est-à-dire que les garçons, eux, c'est beaucoup plus brut de décrochage, alors que les femmes, ils ont besoin d'un certain temps pour se convaincre déjà eux-mêmes que c'est fini, avant de le déclarer. Et très souvent, on se rend compte que quand la fille te dit c'est fini, ça faisait bien longtemps que c'était fini en fait. Toi, tu crois que tu peux sauver la chose alors que c'est déjà dead. Ok. Alors, est-ce que tu es d'accord avec cette théorie ou bien... De base, je suis d'accord avec la singularité, le fait qu'il y ait 1000 situations et 1000 possibilités dans ce genre de choses. Après, c'est un peu cliché, mais c'est assez réel. Je pense qu'on a une différente notion de nos relations en tant qu'homme et en tant que femme. Déjà, comment on appréhende les choses, comment on voit la vie, l'éducation qu'on a reçue, les valeurs aussi qu'on nous a inculquées. Donc je pense que l'homme a un cœur beaucoup plus fragile, donc il a beaucoup plus tendance à renier ça, mais prendre le gros tas et le mettre sous le tapis et dire vas-y, en vrai, déni du truc et on passe à la suite. Tandis que je pense que la femme a une intelligence beaucoup plus froide, où elle arrive justement à isoler ses sentiments, les cadenasser, et à faire en sorte de les réguler et d'avancer, de step up. Nous, on est un peu plus en mode, c'est tout, on met ça dans un coin de nos têtes et on avance tout droit et on continue. Je dirais plus dans cette vibes-là, en tout cas. Ok. Parce que bon, je sais pas de qui tu parles, si tu parles de toi ou de quelqu'un d'autre. Non, en général, plutôt. Pardon ? Plutôt en général. En général, ok. Parce que j'ai l'impression que justement, dans cette histoire, le gars, il se frotte souvent à un mur, quand il dit, par exemple, dans Tommy, j'ai nos rendez-vous, mais c'est pas grave. Ou bien dans Sadhguru, où il dit j'esquive la vérité, mais je veux pas la voir. Ou bien tu dis un peu plus tard, je sais pas si tu vois, mais nos rêves s'esquivent. On se rend compte que, en fait, le gars, on dirait qu'il est en train de se battre tout seul dans cette façon de vouloir gérer le couple. Et qu'en face, il y en a quelqu'un justement, comme tu disais dans ton explication, qui a pas de sentiments, ou qui bloque ses sentiments, ou qui veut pas les faire ressentir, et t'as un gars qui relance tout le temps. Ouais, c'est de l'idéalisme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on grandit, je pense qu'on a des exigences qui se font de plus en plus fortes. On sait beaucoup plus ce qu'on veut et vers où on veut aller. Donc forcément, c'est de plus en plus complexe de trouver une partenaire adéquate dans nos vies. Donc quand il y a des relations qui se créent à nos âges, forcément, c'est beaucoup plus tricky et complexe parce qu'à l'époque, c'était les in love où tu peux faire des concessions sur tout parce que tu t'en fous, t'es dans un amour inconditionnel, tu captes pas trop ce que c'est l'amour. Maintenant, on sait, on est rodé, on a connu des relations et donc je pense on est beaucoup plus exigeant et on met beaucoup plus vite des stops aux choses et on est beaucoup moins prêt à faire des concessions pour l'autre parce qu'on se connaît bien et on sait ce qu'on aime, quoi. Ok. Alors justement, dans le projet, il y a 9 sons, je crois.
Et c'est au bout du 4e son où il y a le début de la fin qui arrive. Ouais. La fin qui arrive justement dans le son Epinem, un cauchemar avant le jour d'après. Où tu dis j'aurais voulu t'aimer mais je ne peux pas mentir. Donc là tu sens que là, finalement ça va nulle part. La personne sent que ça va nulle part et décide effectivement de faire le pas. Justement moi pendant tout le projet je me suis posé la question de quel côté la fin a sonné. C'est du côté de la femme ou c'est du côté de l'homme. C'est quelque chose sur tout le projet que j'ai eu du mal à capter. T'es un petit curieux, quoi. On analyse, hein. Petit curieux, quoi. On analyse. Parce que justement, c'est important pour comprendre un peu le sens du projet et de voir un peu le ressentiment de la personne qui parle. Parce qu'effectivement, où c'est quelqu'un qui s'est fait quitter, s'est fait narguer, et effectivement a du mal à s'en remettre. Parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais après ça devient un peu gore sur la fin. Ouais. Et où c'est quelqu'un effectivement qui a lutté, mais se rendait compte qu'il était tout seul et a décidé de passer à autre chose. En fait, pour le coup, c'est plusieurs relations que j'entremêle pour pas rester focus que sur une relation. Là, c'est une relation que j'ai eue qui était assez chaotique, où justement... on avait l'impression de s'aimer, mais on s'aimait pas. Et au contraire, on se plongeait vers le bas mutuellement. Et ça devenait, comme je le dis dans le texte, à qui va se faire plus mal et à qui va tomber le plus bas, en fait. Et ça devenait quasi un jeu de ça. Et donc, c'était clairement une relation toxique. Et il y a plein d'autres relations dans lesquelles je parle et où je dissémine des petits détails à gauche à droite, mais c'est pas une femme en particulier, quoi, parce que sinon c'est trop complexe et ça figerait la chanson sur une personne, quoi. Et j'avais envie d'être quand même ouvert dans les manières dont je pouvais raconter les choses. Tout est réel, mais pas dans une temporalité respectée. D'accord. Parce que en fait dans le projet je sens souvent que je ressens souvent les mêmes choses. C'est ce fait de faire le pas et on a l'impression limite de sauter dans le vide. Quand tu dis par exemple je sais plus dans quel son, dans la vie il faut prendre des risques, continuer même quand tu es triste, ou quand tu parles de je veux pas te donner je veux pas prendre ton cœur, donc rends-moi le mien, en quelque sorte. Ouais. Je suis plus ou moins ça, je sais que j'ai déformé la phrase. Mais... Non, mais esquisse cette phrase en plus. C'est plus ou moins ça. Donc en fait, j'ai souvent cette même impression qui revient. C'est pour ça que moi j'ai vraiment eu l'impression que ça parlait de la même chose et de la même histoire, en fait. Ouais, en fait, j'ai l'impression que toutes les histoires qui finissent se rejoignent en partie, quoi, tu vois, elles ont des parallélismes qui sont là. Et la phrase rends-moi mon cœur... non, c'était quoi ? C'était je t'ai donné mon cœur, rends-moi le mien, un truc comme ça. Ouais. Ce que j'aimais bien, c'était le côté de se dire que des fois, tu peux te dévouer à quelqu'un et qu'en fait, de l'autre côté, il n'y a pas de répondant. Et donc, tu te rends compte que toi, tu as offert ton cœur, mais que tu n'as pas le sien, quoi. Et il y a beaucoup de relations qui sont comme ça et beaucoup de personnes qui restent dans des schémas où ils sont dans un confort et ils se rendent pas compte qu'en fait le mieux c'est de tout stopper, quoi. D'accord. Et pour terminer, je trouve que la fin du projet est très gore, où on les limite dans l'autodestruction, comme on voit par exemple Post-Mortem, où tu parles de désespoir, de drogue, de sirop, tu parles des étoiles. Ouais. Donc on se demande même, on a même l'impression dans ce projet-là, dans ce son-là, que tu es au bord du suicide. Je dis toi à chaque fois, mais... tu peux le dire. Et le gars est au bord du suicide. Et ensuite, tu as la fin où effectivement, vendredi 13, où effectivement, on a l'impression que le gars il se relaisse une chance. Il décide de se relancer, donc finalement... Il a échappé au bord du gouffre et il finit effectivement par se relancer, retrouver la force et sortir de ce tourbillon-là. Et on revient sur le titre où effectivement tu passes au jour d'après. Ouais, c'est ça. C'est un peu. J'ai check quelques fois la mort. Elle m'a dit reviens plus tard. C'est pas maintenant que tu dois venir, frérot.
J'ai envie que tu restes encore quelques années sur cette terre. Mais ouais, donc ça a fait partie de pas mal de choses noires que j'ai pu vivre. Et t'as tout dit, c'est gore. J'ai vécu des trucs gore. Et ça s'est retranscrit de manière plutôt poétique et plutôt chill. J'avais pas envie de faire un album où je me livrais, j'expliquais les choses de manière trop plate. Là, ben voilà, c'est plus un univers que j'avais envie d'amener, une musicalité, et pas raconter une autobiographie des choses négatives que j'avais pu vivre ces dernières années. D'accord. Et par simple curiosité, dans Post-Mortem, est-ce qu'on est dans un moment où il rate son coup? C'est pour ça qu'il est encore là, ou il se rend compte que c'est pas la chose à faire? Post-Mortem, c'est des sons que je fais et le lendemain, je me rappelle pas l'avoir fait, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je me souviens plus avoir fait de son. Ben, je me rappelle vaguement la session de studio, quoi. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a des messages cachés dedans, tu vois. Quand je dis j'ai plus de souvenirs, je deviens fou comme Tetsuo. Si j'ai plus de souvenirs, c'est à cause de la drogue. Et à cause de ma consommation, à cause de mes addictions. Et il y a plein de messages cachés là-dedans où maintenant j'ai plus envie de parler de sirop, etc. et de mettre ça en avant. Mais par contre, vu que ça fait encore un peu partie de ma vie, je suis obligé d'en parler, quoi. Ok. Et une dernière curiosité, une punch que tu as sortie, toujours dans Post-Mortem d'ailleurs. Ouais. Fin 23. Ouais. Fuck être rappeur, fuck avoir des normes sociales. Ce soir, je vais faire un malheur. On n'a pas les mêmes codes morales. Ouais, exact. Honnêtement, j'ai tourné cette phrase, j'ai fait 3 réécoutes. Je suis pas sûr d'avoir saisi. Alors, 2023, j'aurais dû faire 2024 parce qu'on est en 2024 maintenant. Fuck être rappeur, c'est parce que ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis rappeur et que quand je l'ai fait, c'était pas stylé ou tout le monde en faisait. Et j'aime bien être un peu cet outsider. Donc fuck le rap à ce niveau-là, même si je chie, je mange, je dors et je respire rap. Mais en tout cas, voilà. Et fuck avoir des normes sociales, c'est-à-dire fuck être normalisé et suivre comme un mouton ce que les gens font et accepter toutes ces choses-là. Accepter d'être normalisé, accepter d'être pris comme un pion, comme un code barre, toutes ces choses-là, toutes ces étiquettes qu'on peut nous coller. Et c'est pour ça que je dis fuck être rappeur, parce que j'en suis un et que je voulais complètement casser ce truc-là. Et pareil pour les normes sociales, elles ne servent à rien, elles font que nous, tu vois, elles font nous asservir totalement. Ok. En tout cas, le thème est assez gore, mais la couleur de l'album reste quand même assez joyeuse quand même. Ah bah c'est cool. Ça reste quand même assez joyeux à écouter. Ma grand-mère sait écouter ça, donc... Ouais. Est-ce qu'elle comprend tout, je sais pas. Mais... Non. Mais elle sait écouter et ça fait zizir, tu vois. Avant, elle savait pas écouter mes sons, c'était trop rapide, tu vois. En tout cas, ça s'écoute et honnêtement, je sais pas quand tu vas le prendre, mais je pouvais pas deviner forcément que t'étais un rappeur de base. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui rappent en s'approchant un peu de la pop, mais c'est surtout au niveau de la forme. Ouais. Parce que la technique, comme tu dis, et les thèmes abordés sont rap, mais ça avec un camouflet de pop. Toi, c'est un peu plus l'inverse. Ça veut dire que t'es vraiment un rappeur de base, mais qui, après des techniques de pop, on les met dans le rap. Mais quand je te dis rappeur, je peux te lâcher un couplet, tu vois, ça va changer totalement ta vision de moi, quoi, tu vois. Non, j'ai senti le parcours. J'ai senti le parcours, on comprend. Et ouais, mais vraiment, j'ai fait mes armes, quoi, et maintenant, c'est bon, c'est derrière moi, quoi, tu vois. C'est en ça que le projet est très étonnant et très détonnant. Ouais, mais tu sens qu'il y a quand même des bases de rap, hein. Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, je veux dire... Ah ouais, non, lui et son équipe, ça rappait sérieusement, hein. Ah oui, freestyle, improvisation, etc. Et tout le temps là. Oh, si. Ah oui, mais quand tu sais qu'on a fait un son avec la Scred, c'est bon, les tontons du rap français nous ont validé, tu vois. Donc, ça va. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, après avoir échangé avec toi et avoir écouté ton projet, je tiens comment en fait à souligner en fait que tu vois
le concept du projet est encore plus deep en vérité que ce qu'on pensait en fait. Ouais. Parce que t'as dit en fait un truc en vérité qui est une certaine dinguerie. Donc il y a des morceaux en vérité que t'as écrit, que t'as posé et que tu t'en souviens même pas. Ouais. Ça veut dire que, en fait, là où je vois le concept en fait qui est tellement deep, c'est que tu te rends compte, ça veut dire que c'est comme si en vérité dans ton inconscient, tu t'étais dit en vérité, je vais parler en vérité et tout à mon moi conscient. Ah et ça, je trouve que c'est une folie ça en fait. De pouvoir se dire en fait que lorsque t'es dans un délire, tu poses les trucs de manière à ce que lorsque t'as la tête posée, tu puisses t'entendre parler. C'est une dinguerie, mec. Ah, gars, mais je te dis, mes potes, ils savent que j'ai 2 personnalités. Hein. Ils me connaissent. Hein. Tu vois, Ouais. c'est une dinguerie. C'est pour ça que je te dis tout. En disant ça, C'est deep, hein. mais en disant ça, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'avais commencé en fait la locution en disant mais rien que le titre du projet, un cauchemar avant le jour d'après, en fait, tu rentres dans un concept. Ouais, Tu vois. Et lorsqu'en vérité tu dis qu'en fait c'est pas juste un concept, en vérité c'est un truc que je vis et en fait c'est juste une discussion en vérité entre ton toi et ton surmoi. Je dis mais en fait le mec en fait il est dans d'autres trucs en fait. Il est dans d'autres trucs. Mais tu sais que pour le coup, mes potes, ils aiment pas le Senamo qui fait des sons comme ça post-mortem, tu vois. Ok, et bah- qui se rappelle plus le lendemain qu'il a fait un son. mais je comprends bien, c'est-à-dire que nous en fait on le dit avec un certain détachement. J'ai envie de te dire à un certain moment, tu vois, on a américané parce que on prend ça en fait dans un second degré. Mais en étant proche de toi et en écoutant ce genre de choses et en sachant en vérité que c'est réel, en fait on peut pas s'en réjouir, tu vois. C'est très sérieux. Ouais, c'est on pour peut- ça, à un on moment peut donné, pas j'ai s'en même eu peur de poser des questions parce que Ouais. j'ai eu peur des réponses. C'est la première fois que j'ai eu peur de poser une question. Faut les poser, il n'y a pas de parachute, hein, les gens. Non, mais c'est ce que mes potes ils me disaient. Ils me disaient, en fait, là, ce que tu as envie de nous faire, c'est de nous asseoir sur un petit canapé et qu'on te regarde t'autodétruire. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais là en mode, les gars, non, c'est vraiment En pas plus, ce ces que je veux. références que tu utilises dans le morceau Vendredi 13, tu parles de gueule et tout, tu vois. Je me dis, mais en fait, tu vois. Et moi, je te mens pas. Je pense qu'on n'est pas très très loin, tu vois, en termes d'âge. Et ça veut dire que quand j'ai utilisé le truc en fait de rock garage, de trucs et tout, en fait, je te mens pas. J'entends des influences grunge en fait. De ouf, de ouf. Tu vois, je les entends les trucs et je me dis, mais en fait. Le truc qui me rassure, c'est qu'il a passé les 27, tu vois. Ouais, exactement. Et les bails passé les de, 27, quoi, exactement. les bails de Red Chili Pepper là et tout ça. Non, des Nirvana. Amy Winehouse. Amy Winehouse et tout, tu vois, les clubs des 27, tu connais ou pas? Parce que Red Chili Pepper, c'est un peu ça. Hein. Juste que eux, c'est la Californie, donc c'est un peu plus joyeux. Et c'est la même. Hein. Et 33 ans aussi, j'ai passé. Ok, bah. L'âge du Christ. L'âge du Christ, donc. Donc c'est bon. c'est allez. bon. Et j'avais dit dans un de mes textes, je pourrais me sentir heureux si je passe les 35 ans. Et c'est fait, donc je me sens totalement heureux. Ok, bah tant mieux dans ce cas. Ok. Et concernant l'industrie, t'as toujours été indépendant? Non. Je sais que vous étiez à l'époque signé en distrib chez Sony avec la Smala. Ouais, on a Pendant- fait Sony, j'ai fait moi en solo Universal. Ok. Et En tant qu'artiste? Ouais, artiste, ouais. Ok. Et là, ça fait 3-4 ans que je suis en indé. Tu Ok. vois, parce que j'ai un peu capté les ficelles du truc, Ouais, tu vois, donc vas-y, maintenant, Mhm. j'ai envie de me lancer solo. Et puis j'aime bien ça. En fait, j'adore la DA. J'adore faire de la DA. Sur n'importe quel artiste ou quoi, ça me vend du rêve. J'ai envie toujours de créer plus, élargir son univers, essayer de penser comme lui, etc. Même je le fais pour moi, mais pour un autre, c'est aussi kiffant, quoi. Mais surtout au long de ta carrière, que ce soit solo, plus groupe, vous êtes toujours plus penché sur l'indépendance. Si on doit comptabiliser. Ouais, Mais tout ça, clairement. c'était voulu. Au début, c'était pas voulu, parce qu'il y avait un manque de moyens, tu vois, qui était là réellement. C'était juste passionnel. Et au final, le truc a commencé à prendre parce que nous, on s'est déterre, on faisait des net tapes avec pochette avant, arrière, où il y avait 20 sons dedans. Donc petit à petit, Bruxelles commençait à se prendre le truc. Ça arrivait dans l'oreille de manager. Eux, ils nous ont captés. Et de fil en aiguille, le truc, il a commencé à prendre et on a cassé la barrière de, tu sais bien, toutes les salles, tous les festoches, parce que à l'époque où on venait, les gars, ils attendaient à ce qu'on fasse du rock, et on arrivait avec 5 micros, et tu voyais leur tête qui se changeait, quoi, tu vois. Et on avait reçu un coaching d'un gars qui nous disait, les gars,
soyez polis avec tous les techniciens. C'est très important. Parce que eux, ils peuvent vous niquer votre show. Donc ça veut dire, vous allez chez tout le monde et vous leur dites bonjour, vous allez bien, tranquille. Tu vois, vraiment pour te dire, on arrivait dans un terrain hostile, quoi. Il fallait leur montrer patte blanche. Ouais, on est des rappeurs, mais à l'aise. On va pas foutre en l'air, tu vois, ta loge ou tes trucs. On va pas... Enfin, si, on fumait des gros joints, mais c'était tout ce qu'on faisait, quoi, tu vois. Oh, c'est clair, en plus, à l'époque, les festivals, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs, hein. Non, clairement. Comparé d'aujourd'hui... Maintenant, tu vois les Ardentes, c'est la fin, tu vois ce que je veux dire. T'es obligé d'aller au moins voir un artiste. Il y a un artiste qui te vrille la tête et que t'as envie d'aller voir aux Ardentes chaque année, quoi. Franchement, ils sont forts, ouais. Ça a bien évolué et ça fait plaisir, hein. Non, c'est clair, hein. Et quelles sont tes relations à cette heure-ci avec le sein de l'équipe, la Smala? Vous êtes toujours en connexion ou bien chacun fait vraiment des choses de son côté? Chacun fait des choses de son côté. Après, c'est comme une grande famille, hein, tu vois. Ouais. Ça, c'est ad vitam aeternam. C'est mes frères, quoi, tu vois. Vraiment, j'ai vécu tellement de trucs avec eux. Puis je les connais aussi depuis que j'ai 14 piges. Donc ça fait 20 ans que je les connais. On a formé des groupes. On a voyagé partout. On était dans des chambres d'hôtel. On a pris des avions. On a été dans d'autres pays. On a fait des vacances. Enfin, voilà, ces gars-là... si j'ai des gosses, c'est les tontons de mes enfants, quoi, tu vois. C'est ça. Et t'as beaucoup fait des connexions avec Caballero et Jean Jass. Donc, comment c'est venu cette connexion En fait, ce qui se passe, c'est que Bruxelles, c'est super petit. Et que, à l'époque, on avait découvert un son à lui. Il venait de sortir un nouveau projet. Et de là, on découvre ça sur YouTube parce qu'on était des diggers acharnés, tu vois. Tout ce qu'on pouvait trouver sur du rap, on ponçait, tu vois. Et donc là, on tombe sur un gars de Bruxelles qui s'appelle Caballero et on écoute son son et on tape notre tête, tu vois. On est en mode, un gars de notre ville est aussi fort. Tellement c'était pas répandu du tout, quoi. Et qui en plus met son son sur YouTube, qui est pas là dans la rue à freestyler à gauche à droite et que tu dois sniper vraiment ultra fort. On écoute son son et j'avais un pote, Shonage, qui fait partie de la Smala, qui lui est ultra sociable. Moi je suis un peu plus asocial, tu vois. Et je lui dis, gros, t'es chaud de le capter et tout, tu lui dis de venir chez moi parce que moi j'avais déjà un home studio chez moi et tout que je m'étais fait. Et je lui dis, viens, dis-lui de venir et de pull-up, comme ça on se voit, tu vois, on se rencontre. Là, il vient et surtout, on a passé la nuit ensemble. C'est comme si on se connaissait depuis des années. Et l'histoire s'est jamais arrêtée depuis, quoi. C'est un de mes meilleurs amis, Caballero. Moi, je pensais qu'il venait de Charleroi. Ça, c'est Jean Jass. Jean Jass, Jean Jass, ouais. Et Caballero, bruxellois. Ok. Non, c'est ça. Hein. Et la Smala, quand tu vois le rap aujourd'hui sur la scène belge, on va dire, est-ce que tu vois un artiste ou un groupe où tu es de penser, on a laissé un héritage à tel artiste, plus ou moins? En fait, on a ouvert les portes pour le rap belge, tu vois. Vrai, donc, on n'a pas laissé d'héritage, je vois pas de petits-enfants somaliens, tu vois, où je me dis, eux, ils sont totalement dans notre vibes. Mais par contre, je sais qu'on a fait en sorte que les gens se disent, le rap, il est bankable maintenant. Il n'y a plus que des mecs qui roulent un joint de shit en bougeant la tête, ils font que ça. Maintenant, il y a des go qui viennent, des petits jeunes, des familles, c'est convivial. Donc, ça a ouvert vraiment... la porte d'entrée à tout le monde, quoi. Donc ça, c'est super positif et ça nous fait kiffer parce que c'est notre entourage, en fait. Non, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire plus ou moins, la Smala, vous n'avez pas eu le succès que vous méritez et on va dire, dans le rap belge, vous faites partie d'une génération sacrifiée? Ouais, après, je sais pas, en gros, moi, perso, j'ai rappé devant 20 000 personnes, j'ai rappé devant 8 000 personnes Parce que vous, c'est la scène que vous avez beaucoup, on va dire... parce que franchement, tu vois, si à cette heure-ci, la Smala, ils étaient en France, tu sais, avec l'industrie française, etc., je pense qu'il y aurait plus d'opportunités. Ouais, parce qu'on va dire, à l'époque, déjà l'industrie belge... rap, c'était pas si évident que ça. Ouais, mais... Toi, c'était l'époque des Gandhi, etc. Ouais, mais c'est pour ça que moi je pense et tout, que tu vois,
le travail en fait qu'ils ont fait, en fait, il est surtout pas à négliger. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en fait, on normalise, en fait, on a des artistes belges qui sont là. Et en fait, ils ont tellement fait de pétards en fait qu'on trouve que c'est normal. En fait, nous, en fait, on sait comment ça se passe. Et on sait en vérité que pour eux, traverser la frontière, en vérité, c'est une sinécure. C'était compliqué en fait pour traverser la frontière, tu vois. Donc, lorsque t'as des mecs en fait comme eux, qui n'ont pas lâché le pavé, qui ont réussi en vérité à tourner, à rester, et 20 ans après, les mecs continuent à être là. Pour moi, en fait, je vois ça déjà comme une réussite, en fait, tu vois. Parce que, tu vois, il est d'une génération, t'as cité en vérité Gandhi, tu vois. Tu te rappelles, nous, Gandhi, désolé, hein, mais nous, j'ai la haine, gros. Nous, on l'appelle le roi des Belges ici, tu vois pas. Parce que, tu vois, lorsqu'on écoutait du rap, tu vois, c'est l'un des seuls qui traversait la frontière. Tu vois. Et on sait qu'en plus, tout, il faisait avec les moyens du bord. Vous aviez la clé USB. Et on avait. Tu vois. Et donc, lorsque tu vois justement des mecs de leur génération, tu vois, qui ont fait en vérité ce qu'ils ont fait, à l'échelle de la Belgique et tout, franchement, c'est fort en fait. C'est fort. Et il a dit un truc en vérité qui est super intéressant. En fait, eux, ils ont fait leur truc, mais ça a ouvert les portes et ça a donné l'opportunité en fait aux autres de dire, en fait, il y a moyen de faire en fait. C'est ça. Tu vois. Et moi, je trouve que ça, c'est pas négligeable, tu vois. C'est trop beau, la passation, tu vois. C'est quelque chose que je trouve trop important et qui est souvent négligé, je trouve, en France et qui a beaucoup plus aux États-Unis. C'est-à-dire des anciens, des OG, comme on dit, qui viennent et qui aident des rookies. Ok, il y a le fait de faire du cash sur le gars, mais à côté de ça, il lui donne son knowledge, il lui donne, tu vois, des advice, etc. Il est là, il l'aide et il n'est pas dans une jalousie ou dans un truc bizarre. Ici, tu as l'impression un peu que les gens, ils se mélangent pas trop entre eux, ils veulent pas trop aider les jeunes. Et s'ils veulent aider des jeunes, on a entendu 1000 histoires de contrats où le manager, il essaie d'enculer son gars, tu vois. Donc, c'est un peu triste. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. C'est des jeunes. Tous les jours, il y en a qui pull up et qui sont trop forts. Et rien que discuter avec eux et d'avoir leur point de vue et leur nouvelle manière d'appréhender les choses, nous, en tant que personnes plus âgées, ça fait que ouvrir notre esprit. Et c'est, je pense, primordial que nous, on soit en tout cas un pont pour eux et une facilité à ce qu'eux, ils puissent se développer plus facilement grâce à nos conseils à nous, quoi. C'est clair, hein. Non, c'est ça. Hein. Mais par la suite, comment tu vois les choses dans le rap? Est-ce que tu aimerais bien, on va dire, être derrière, peut-être autant que rappeur, être derrière, on va dire, tu sais, dans l'industrie, être DA, manager, etc., histoire de ramener ta petite pierre à l'édifice à une nouvelle génération? Ouais, moi j'aimerais bien ouvrir un label, en fait. Mais pluridisciplinaire, où tu sais, il y aurait du tatou, où tu pourrais faire tes photos, où tu pourrais faire ton textile, où tu pourrais enregistrer, où tu pourrais créer ta DA, etc. Donc un gros lieu où plein de gens peuvent venir, un truc collaboratif, et et suivre des petits jeunes, les développer, faire leur DA, et faire en sorte que toutes les étapes que moi j'ai pas pu faire, ou que d'autres ont pas pu avoir l'occasion de faire, surtout c'est des tremplins pour eux, et c'est des raccourcis de ouf en fait. Parce que souvent dans l'industrie, le problème qu'on se rend pas compte, c'est qu'un manager, c'est un jockey. Un rappeur, c'est un cheval. C'est-à-dire qu'un cheval, après 6 saisons ou 3 saisons, il meurt. Le jockey, il continue avec son nouveau cheval, tu vois. Et on est clairement ça, nous les rappeurs. On est prédestinés à un moment à mourir. Donc devenir ce jockey, c'est très important, je pense. Il a parlé vrai. Il a parlé vrai. Il a parlé français. Il a parlé vrai. En tout cas, je pense que on va terminer sur ça. Hein. Le gars a dit les termes. Franchement, elle est pas mal cette punch. Hein. Elle est pas mal. Belle métaphore. Belle métaphore. J'ai utilisé. Elle est pas mal, franchement. J'ai déjà entendu des métaphores, mais celle-là, vraiment pas mal. Tu vois vraiment le petit rappeur en cheval et le manager en jockey, tu vois ce que je veux dire. Donc, Adax, donc c'est l'abattoir, quoi. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter? En tout cas, c'est là, moi j'ai envie de te dire et tout, franchement, content d'avoir fait cette discussion avec toi. Avec plaisir, c'était grave cool. C'est toujours cool en fait, tu vois, d'écouter un projet, tu vois.
d'avoir notre avis, tu vois, et de pouvoir le confronter en fait avec l'artiste pour savoir vraiment ce qu'il disait, tu vois. Vous avez été gentil en plus. On n'a pas été gentil, on a juste essayé de comprendre, tu vois. Ouais, mais vous auriez pu lâcher des petits tacles et tout. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tu vois, mais j'ai envie de te dire que dans la maison, tout quand il y a des tacles à lâcher, en fait, on les lâche, tu vois. Ouais. C'est juste qu'en fait, tu là sur le truc. Moi personnellement en fait j'ai trouvé en fait que c'était intéressant, tu vois, parce que cool. ça me change en fait un petit peu de ce qu'on a l'habitude en fait d'entendre, tu vois. Ça fait plaisir. Et en fait c'est cool quoi, tu vois. Après les tacles ça n'empêche pas de creuser. On a creusé, on a taclé. Oh si. Ouais, clairement. Mais moi je dis toujours les gens qui sont assis là, ça veut dire qu'il y a du contenu. Ça après le contenu, on en fait ce qu'on en fait, mais déjà le fait qu'il y ait du contenu, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est ça. Merci à vous les gars pour l'accueil. En tout cas, c'était grave cool. En tout cas, pour répondre à la question, moi je sais rien, parce que je pense que il est bien comme ça. Non, je trouve qu'il est dans son équilibre. Là. Ok, oui. J'ai l'impression qu'il est dans son kiff. Il a passé les 25 et les 35, donc. C'est ça. Je suis sur une corde de montagne, tu vois, suspendu comme ça. C'est une bonne équilibre, merci. Ok. Non, franchement, en tout cas, au plaisir. Hein. Donc, tu sais nous retrouver, hein, c'est quand tu veux. Nous, on est là si tu as des prochains projets. Donc, on est toujours prêt pour t'accueillir. Hein. C'est Namo. Vas-y, à la revoyure. Et merci à vous, en tout cas, pour l'accueil. Et big up à Lille, Radio Campus. Merci d'être passé. Merci bien. De toute façon, à très bientôt. Hein. Donc là, bientôt, on se retrouve avec un deuxième artiste. Hein,